Mon cher Alexander, un mot d'abord sur ta société, MTER, les différentes activités que tu as. Peut-être tu n'as pas qu'une société. Et ensuite, ta réflexion à propos de l'humain et de cette valeur, cette notion de transition énergétique. Tout d'abord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alain pour cette invitation. Et en effet, on souhaitait apporter un angle un peu différent à la transition énergétique. On parle beaucoup de technologie. Là, on voulait parler un petit peu de l'humain. Donc très rapidement, pour présenter la société MTER, tout d'abord, c'est une histoire familiale, puisque c'est une société qui a été fondée par mon père il y a plus de 35 ans, pratiquement 35 ans maintenant. Et on est vraiment des experts au service de la performance technique environnementale. Voilà, on est des acteurs depuis 1991 de cette transition énergétique qui ne disait pas encore son nom à l'époque. Le métier d'MTER, il y en a 3 principaux. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle de la mise en service dans le monde du génie climatique et dans le monde de la transition énergétique et de l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est la mise en service ? On fait un métier très particulier, c'est que nous, on vient quand tout est installé pour faire fonctionner les choses. Par analogie, on est au bâtiment et à l'énergie, au secteur de l'énergie et à l'environnement, ce qui est un accordeur de piano. Il ne le construit pas, il ne l'installe pas, par contre il fait sonner juste. Nous, notre métier chez MTER, c'est de faire sonner juste les bâtiments et aller chercher la performance énergétique. Ça, c'est notre premier métier. Notre deuxième métier, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence des bâtiments. C'est équiper les bâtiments aujourd'hui pour qu'ils soient performants, automatisés et qui permettent d'atteindre les performances énergétiques. On peut appeler ça aussi de la GTB, c'est plus courant et c'est un grand sujet en ce moment. Et dernier métier chez MTER, qui est finalement une évolution logique, c'est qu'on accompagne nos clients maintenant dans l'optimisation de leurs installations, pas seulement d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue financier, puisqu'on accompagne nos clients sur leurs achats d'énergie, sur leurs réflexions de comment faire de l'énergie un vrai levier de performance pour leur budget et pour leur business. Donc ça, c'est une société, voilà, 35 ans, on est sur ce secteur-là. Et depuis, on s'est développé et on a créé une autre structure qui est Expert CVC, qui est un bureau d'études qui va plutôt agir en amont, pas après que ça soit construit, mais avant que ça soit construit. Et surtout, depuis un an, un peu moins d'un an, on a lancé une nouvelle société qui s'occupe de mettre en relation les ingénieurs et techniciens de la transition énergétique avec les grands donneurs d'ordre, parce qu'on a fait le constat que finalement il y avait des besoins énormes, et ça fera le lien avec le sujet de la conférence qui nous réunit aujourd'hui, sur on a besoin de personnes et il y a beaucoup de gens qui veulent travailler en freelance. Donc connectons ces talents avec les projets, parce que les talents sont le moteur de la réussite de la transition énergétique. Donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet concernant la transition énergétique, peut-être quelques chiffres d'abord pour cadrer les choses et pour qu'on rentre très rapidement dans pourquoi l'humain. On parle souvent de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est les engagements de Paris, c'est l'engagement de l'Union européenne de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Alors pourquoi le faire ? Tout simplement pour éviter un réchauffement climatique de plus de 2 degrés. On voit les conséquences, on commence à voir aujourd'hui les conséquences sur l'ensemble de nos métiers du dérèglement climatique. On peut en parler sur le vin également, puisqu'il y a des régions... un peu comme la Pologne, par exemple, où on fait du vin, on pourrait penser que c'est pas possible. Il est comment, ce vin polonais, justement ? Il est excellent et il mérite à être découvert. Mais pourquoi pas un jour, hein, c'est vrai, on pourrait l'offrir. On va le tester sur Olivier de Gaetano, s'il ne meurt pas. Ouais. Mais après, il y a d'autres choses, si on reste sur cette analogie du vin qui nous réunit aussi aujourd'hui. Dans le sud de la France, on peut se poser la question de changer de cépage ou pas. Donc on voit bien que la transition énergétique, ces plus de degrés sont absolument une problématique essentielle. Et on voit que aussi le monde de la transition énergétique aujourd'hui, c'est 400 000 emplois déjà qui sont mobilisés. Et on verra un peu plus tard que forcément, ce n'est pas suffisant encore. Et on parle de combien ? On parle de centaines de milliards d'investissements déjà réalisés par an pour arriver à cette transition énergétique, pour préserver l'environnement, être dans cette économie circulaire, performante. Et il y a une source de l'ADEME et de l'Institut pour I4CE qui nous dit qu'il faudrait encore ajouter 58 milliards de plus d'investissements par an pour atteindre ne serait-ce que notre trajectoire 2030. Les besoins sont colossaux. On parle souvent de technologie, mais finalement, sans les humains derrière pour les inventer et sans les humains pour pouvoir mener à bien cette transition énergétique, on ne pourrait pas faire grand-chose. Alors quels sont les enjeux ? Moi j'en vois 3.
Le premier enjeu, c'est qu'il faut maintenir, et là c'est plus d'un niveau sociétal, il faut maintenir, développer ce besoin et cette conscience qu'il faut agir pour l'environnement, agir dans cette transition énergétique. On est tous d'accord et on partage tous, je pense, ce constat qu'il faut faire quelque chose, mais on est encore souvent très très bridé par le concept de « moi je veux bien faire des efforts, mais si ça pouvait se passer à côté », on parle souvent de cette analogie ou de la phrase choc de Jean Covici qui dit pas plus de 4 trajets dans une vie en avion. On en a tous, pas tous envie, on a tous envie de voyager, continuer à voyager. Donc il faut faire des efforts, donc il faut maintenir un petit peu cette conscience. Et même si le contexte politique aujourd'hui peut faire ralentir un petit peu les initiatives, il faut garder à cet esprit qu'on doit continuer parce que la transition a commencé, elle ne s'arrêtera pas. Deuxième point, il faut aussi avoir bien en tête que cette transition énergétique doit rester inclusive. Il ne faut pas que la transition énergétique ne soit réservée qu'à une certaine caste qui a les moyens et laisser de côté la population parce qu'on n'y arrivera pas comme ça. Il faut embarquer tout le monde dans cette aventure. Et le dernier point que je voulais un peu souligner par rapport à ce premier point de garder et encourager la mobilisation citoyenne, il faut redonner du temps. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas de temps, 2050 c'est demain, 2030 c'est vraiment dans quelques heures. Mais néanmoins, il faut savoir que dans les investissements énergétiques, on ne construit pas, c'est pas parce qu'on décide aujourd'hui que dans un an on va avoir les effets. Aujourd'hui, construire une centrale nucléaire, ne serait-ce qu'une centrale nucléaire, c'est 20 ans. Répondre à des obligations réglementaires, par exemple, si vous êtes propriétaire de bâtiments, vous allez entendre parler du décret tertiaire, du décret Bax, installer une GTB, même si ça paraît simple comme ça peut prendre quelques mois. Donc il ne faut pas attendre les quelques mois avant la fin de la date de l'obligation réglementaire pour commencer à y penser. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est l'autre sujet, on manque encore de talent. Je vais juste vous partager un chiffre. L'ADEME a publié un chiffre qui dit qu'il faudrait encore 330 000 emplois supplémentaires pour réussir la transition énergétique par rapport à l'objectif 2030, qui est une des premières étapes de faire moins 40% par rapport à l'année de référence qui a été choisie par l'Europe. Donc, et ça, c'est clé. Et aujourd'hui, mobiliser 330 000 talents, il faut le grand sujet pour nous, en tout cas pour sociétés de services qui agissons dans ce secteur d'activité, c'est vraiment de réenchanter les métiers techniques, les métiers industriels, donner envie aux talents de venir dans ces filières-là, parce que ces filières-là sont passionnantes. Elles sont porteuses de sens. Mardi, on parlait de la génération Z qui cherche absolument du sens, mais je pense qu'il n'y a pas que la génération Z qui est en recherche de sens. Quel meilleur sens finalement que de participer à cette transition énergétique et essayer de ralentir la course au dérèglement climatique. Et le dernier point sur les talents, c'est véritablement aussi accepter que les formes de travail changent et qu'il faut peut-être faire des équipes hybrides où les gens qui travaillent en freelance, ils sont de plus en plus nombreux, ils ne veulent plus forcément travailler dans des structures classiques, mais ils veulent intégrer des projets. Et aujourd'hui, on va sans doute passer dans une société plus de projets, plus que d'appartenance à des sociétés, même si, attention, on n'est pas en train de dire le freelancing c'est génial et le salariat c'est pas bien, il faut les deux. Et c'est sans doute des parcours de vie qu'on aura aussi à l'avenir. Il faut les intégrer aussi dans les métiers de la transition énergétique. Et le dernier gros enjeu, pour moi, c'est la formation et la transmission. Les technologies avancent tellement vite, alors c'est vrai qu'on a une capacité folle à inventer des nouvelles technologies, mais si on ne sait pas les déployer, on ne sait pas les exploiter, tout ça ne marchera pas. Donc l'enjeu est là, il faut former les collaborateurs à des nouvelles technologies, et il faut former des nouvelles générations qui doivent arriver sur le marché. Et là, on a un double sujet de faire connaître, donner envie aux nouvelles générations d'intégrer ces métiers-là, et après d'aligner encore plus et de plus en plus les cursus académiques avec les enjeux des sociétés et les enjeux de la transition énergétique.
Voilà un petit peu, moi, sur qu'est-ce que je constate et quels sont pour moi les grands enjeux de cette transition. Merci beaucoup, Alexander. Natacha, alors Natacha, d'abord, merci d'avoir pris un peu de temps pour être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu as un agenda qui est un peu chargé, notamment en ce moment, avec aussi des grands moments comme le 27 février. Un mot sur Butagaz, la société, le capital, comment tu fonctionnes en France, l'ambition aussi, et puis comment tu vois cette problématique, le duo versus l'humain et la transition. Alors d'abord, un très grand merci pour cette invitation. Je me suis libérée, mais avec un grand plaisir, parce que c'est très rare d'avoir le sujet de l'humain qui est mis dans la même phrase que transition énergétique. On est beaucoup sur les solutions, sur la technique, mais très peu sur l'humain. Donc merci d'avoir eu cette très bonne idée. Donc 2 sujets pour moi quand on parle de l'humain. Le premier sujet, c'est l'humain dans l'entreprise, donc les collaborateurs. Et puis le deuxième sujet, c'est l'humain, nos clients. Donc nous, Butagaz, on est un petit peu plus vieux que MTER, 95 ans l'année prochaine, en 2026. Et historiquement, donc, je pense que vous connaissez la marque, l'ours bleu, le gaz en bouteille, le gaz en citerne. Donc j'ai envie de dire vraiment le gaz en ruralité, partout où il n'y a pas le réseau de gaz naturel. Donc ça paraît toujours un peu vintage, mais je rappelle qu'encore aujourd'hui, en ruralité, un foyer sur 3 cuisine avec la bouteille de gaz. Donc c'est notre énergie historique. Mais effectivement, face au défi de la décarbonation et du zéro carbone à 2050, depuis 2017, on se transforme. Et on se transforme à grande vitesse. Donc par acquisition externe essentiellement. Et donc aujourd'hui, au-delà de ce métier historique qui est toujours là, avec une transformation de notre énergie, on va dire historique, le propane en biopropane, on fait aussi du gaz naturel, du biométhane, de l'électricité verte, des granulés de bois. On pose des panneaux photovoltaïques sur les toits pour des clients professionnels, pour des clients particuliers. On mesure les consommations énergétiques. On met en place des bornes de recharge électrique. Donc vraiment plein de nouveaux métiers. Donc pour illustrer cette transformation, on était un peu moins de 800 salariés quand on a démarré. On est plus de 1400 aujourd'hui. Donc ça va très très vite. On a un chiffre d'affaires d'un peu moins de 2 milliards aujourd'hui et 5 millions de clients en France. Et donc le premier défi, c'est cette croissance finalement et cette transformation, encore une fois, qui s'est fait comme par croissance externe, donc par rachat de sociétés qui marchaient très bien en France. Donc le premier défi, c'est l'intégration de ces nouveaux collaborateurs. Et finalement, d'arriver à former une famille avec des gens qui ont peut-être une culture différente, des valeurs différentes, et de leur apporter, nous, Butagaz, la force de notre marque en France qui est connue, mais de leur laisser suffisamment d'autonomie pour ce qui faisait leur succès en tant qu'entrepreneur continue. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est notre métier historique. C'est un métier qui est en décroissance, qui est toujours là, comme je l'ai dit. On a encore besoin de nous. Il y a encore 25 000 communes non connectées au réseau de gaz naturel aujourd'hui. Il y a encore de nombreux clients, en particulier professionnels, pour qui l'électrification ne sera pas une solution, parce que ne permettra pas, leurs process ne peuvent pas s'électrifier, donc ils comptent sur nous. Mais ce métier est quand même en décroissance. Donc on a aussi un enjeu, tu en as parlé tout à l'heure, de formation et de transformation des métiers pour que demain, pourquoi pas, quelqu'un qui aujourd'hui remplit des bouteilles de gaz, il soit amené à poser des panneaux photovoltaïques. Ou un commercial qui aujourd'hui vend une énergie, il puisse en vendre d'autres demain. Ça, sur le papier, ça paraît simple. C'est beaucoup plus compliqué après, quand on parle de mobilité professionnelle, c'est beaucoup plus compliqué. On a toutes ces nouvelles technologies qui arrivent aussi, comme l'IA, évidemment, qui nous touchent, et donc sur lesquelles il faut accompagner nos collaborateurs. Et puis, il faut garder l'attractivité de nos métiers, de tous nos métiers, y compris le métier historique. Et ça, c'est pas facile, parce que l'énergie, c'est un secteur qui n'est pas forcément super attractif, qui peut faire peur. Donc, il faut qu'on sache aussi raconter une belle histoire, la bonne histoire, pour montrer effectivement notre volonté de nous décarboner, de nous inscrire complètement dans les enjeux de 2050 et d'accompagner nos collaborateurs dans ce but-là. On a aussi, et je terminerai par ça, un enjeu d'adaptation de nos métiers au changement climatique. On a aujourd'hui 16 usines en France. Demain, ces usines, déjà aujourd'hui, elles sont touchées de plein fouet par des températures très chaudes l'été, par exemple, par un risque inondation pour certaines d'entre elles. Comment on s'adapte à cette nouvelle réalité qui va arriver très très vite. Donc vraiment un enjeu au niveau des collaborateurs qui est pour nous très important, de les accompagner, de leur expliquer la stratégie, de leur expliquer la transformation et de les embarquer avec nous. Avec évidemment aussi des générations différentes. On a des jeunes qui rentrent, on a des personnes qui sont plutôt à 5 ans de la retraite. Comment on crée aussi du lien par rapport à tout ça, de la transmission, et comment on donne envie à tout le monde de rester. Donc vis-à-vis de nos clients, 5 millions encore une fois en France, là ce sont des enjeux différents. Donc on a une partie de nos clients qui sont des clients particuliers. Donc là, on a un vrai enjeu de proximité. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix chez Butagaz d'avoir tous nos conseillers clientèle en France.
Donc si on prend notre métier historique, on a des conseillers clientèle à Quimper, à Amiens, à Toulouse et à Corté en Corse. Donc on se met vraiment au plus près des territoires pour les accompagner, et en particulier les plus fragiles d'entre eux. On a aujourd'hui dans nos territoires à peu près 3,5 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Donc on a formé, nous, des référents précarité énergétique pour accompagner ces clients les plus fragiles et les aider dans le financement des solutions de demain, par exemple, mais aussi leur faire comprendre et les aider à obtenir les aides auxquelles ils ont droit. Parce que c'est pas, je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile, même pour un professionnel, de se frayer un chemin dans le millefeuille administratif des aides qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nos clients, on va dire, particuliers. Pour nos clients professionnels, le défi, pour moi, il est d'assurer leur transition en leur permettant de rester compétitifs. Dans un monde où ça n'a échappé à personne, on est passé vraiment en guerre commerciale. J'ai envie de dire vraiment, là, la concurrence, elle est violente. Et le fait aujourd'hui d'avoir à supporter, entre guillemets, les coûts de la transition énergétique, qui sont absolument nécessaires, hein, parce qu'il s'agit de sauver notre planète et de la garder vivable et respirable. Donc on n'a pas le choix. Mais faire ça en étant compétitif, c'est pas facile. Ça demande d'innover. Ça demande pour nous aussi de trouver des solutions intelligentes. Alors par exemple, sur les panneaux solaires, de maximiser l'autoconsommation, ce qui permet d'effacer une partie de la facture énergétique et de justifier finalement l'investissement qu'on fait dans ces panneaux. Aider au financement aussi. Pour le gaz vert qui est plus cher aujourd'hui, faut dire les choses comme elles sont aussi, le faire de façon progressive. Donc proposer des solutions à 5% de gaz vert, 10%, 15%, 20%, pour s'adapter à la capacité de financement finalement de nos clients professionnels. Et puis les aider aussi à consommer moins. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on fera, qu'ils arriveront à supporter les investissements qui sont devant nous. Donc pour moi, par rapport aux clients, c'est vraiment la proximité. L'enjeu, c'est garder ce 93% de clients satisfaits qu'on a aujourd'hui et leur permettre de rester compétitifs. Voilà, je pense qu'avec ça... On a déjà des choses à faire. On a déjà des choses à faire. Oui. Merci Natacha. Julien, un mot d'abord sur Habitat Réuni que tu diriges. Merci, enchanté d'être parmi vous et merci de cette invitation. Habitat Réuni, groupe HLM d'envergure nationale, qui existe depuis 2011, qui est constitué de 35 sociétés. Nous sommes un groupe coopératif, 5e à peu près en taille nationale, 180 000 logements. Quelques chiffres clés, on loge 500 000 personnes, on est constitué de 2500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'1,4 milliard et on investit 800 millions par an. Et en matière d'investissement, de plus en plus d'ailleurs, en matière de réhabilitation. Alors on parle de transition énergétique, mais il faut imaginer que cette transition énergétique, qui est l'un des leviers absolument majeurs pour faire évoluer notre mix et qui est le levier le plus important pour être au rendez-vous du zéro carbone, est un sujet pour lequel il reste à convaincre une partie de la population, une partie des décideurs. On est probablement tous des gens convaincus autour de dans cette salle, mais grosso modo, si on fait un sondage moyen, normalement, un tiers de climato-sceptiques se trouve dans cette salle. Ou en tiers de Trump. Ouais, je ne sais pas si c'est aller jusqu'à Trump, parce que c'est pas parce qu'on est climato-sceptique qu'on est animé par une pulsion de mort. Mais en tout cas... C'est filmé, mais tu peux maintenir. Ça je l'assume sans problème. Ça ne veut pas dire que pour autant on est actif sur cette question de transition, et c'est bien la question du passage à l'acte dont il est question dans nos entreprises, pour lesquelles la question de la durabilité des modèles d'affaires est un enjeu absolument clé. Et il est indispensable que nos modèles d'affaires puissent encaisser les chocs, parce que le vivre ensemble en a besoin, la société en a besoin, et la cohésion sociale, notamment de ce pays, en a besoin. Et c'est à ce titre que le collectif de bailleurs sociaux que je représente s'inscrit dans une démarche volontairement proactive sur ces dimensions, et qui fait que l'on prend à bras-le-corps concomitamment plusieurs transitions, à savoir une transition démographique, une transition bioclimatique, bien sûr, c'est celle qui nous occupe ce soir, une transition technologique. On parle souvent
de l'IA, mais c'est loin d'être la seule chose, et auquel on s'ajoute une transition de modèle d'affaires. Et pour ça, il s'agit pour nous à la fois d'apporter une réponse en matière logement, c'est évidemment le rôle premier des bailleurs sociaux, et en premier lieu des personnes les plus vulnérables, mais pas que, puisque aujourd'hui, la classe moyenne aussi entre dans les plafonds de ressources. Il faut savoir qu'en théorie, 70% de la population française a droit à un logement social en France, alors pas toujours au même type de logement, mais les différentes catégories de financement qui existent couvrent 70% de la population ramenée aux revenus. La question de l'humain, la question des compétences, la question de l'implication est évidemment clé. La question du sens qui permet de raccrocher un certain nombre de compétences, la question de la capacité à attirer ces compétences, à les garder, la question à être proactif dans l'évolution de nos modèles est absolument décisive. Je vous prends 2 exemples particulièrement significatifs pour les bailleurs que nous sommes. Il y a encore 2 ou 3 ans, nous n'aurions pas imaginé acheter notre énergie sur les marchés à terme. Et aujourd'hui, nous achetons sur des techniques de cette base. Et d'ailleurs, MTR nous accompagne avec grande efficacité sur ce sujet. Pour vous donner un autre exemple de l'évolution de notre modèle d'affaires, aujourd'hui, on est en train de travailler de façon très concrète à la création d'une filiale de production d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, demain, vont devenir producteurs d'énergie. J'en suis absolument convaincu. Et en tout cas, nous prenons cette voie. On ne couvrira évidemment jamais l'ensemble des besoins de nos actifs, mais si nous pouvons mieux maîtriser l'évolution de notre mix énergétique et désensibiliser la volatilité des charges locatives, qui participe de la capacité des personnes à payer leur loyer. Et il faut savoir que ce sont les fluides qui sont les plus volatiles, et en particulier l'énergie. C'est une manière pour nous de reproposer ou de se substituer au désengagement des pouvoirs publics en matière de prix de l'énergie administré, et de pouvoir proposer quelque chose de plus stable. Évidemment, s'ajoute à cela la question de l'exploitation, et sans être techno-solutionniste, parce que même si la technologie apportera une partie de la réponse, les usages en apporteront une autre partie tout aussi importante. C'est bien être au rendez-vous de l'évolution des technologies qui doit aussi être pilotée, et ça nous oblige aussi à changer de braquet en commençant à adresser en direct les industriels, ceux qui aujourd'hui et surtout demain construiront les solutions bas carbone, que ce soit dans l'exploitation ou les principes constructifs bâtimentaires. Et aujourd'hui, qu'on soit à côté d'eux pour leur proposer notamment des engagements de long terme et donc une lisibilité de chiffre d'affaires pour leur amener à basculer dans des filiales, dans des chaînes de production, des équipements qui aujourd'hui sont à l'étape de la R&D, c'est aussi une manière de faire effet levier. Et c'était une manière pour moi, pour en conclure là, à travers ma prise de parole, pour vous montrer que les bailleurs sociaux, qui souvent sont caricaturés, qui se défendent mal d'ailleurs, pour montrer d'autres images d'eux-mêmes, sont des bâtisseurs de cohésion sociale très actifs, dont j'invite d'ailleurs les pouvoirs publics à prendre soin, parce que je pense que la France et le vivre ensemble urbain serait tout autre si des acteurs tels que ceux que nous représentons sont fragilisés. Et depuis 2017, le stress de nos modèles est particulièrement actif. Ça m'a été précisé, Julien. Tu es en tout cas un excellent ambassadeur. Nicolas, alors un mot d'abord. Ce livre-là, qu'est-ce qu'on va faire de toi 21 métiers du futur, là, c'est dramatique. C'est quoi pour les parents, les grands-parents, pour les enfants, pour tout le monde, la terre entière?
Ouais, et en plus, c'est un excellent bouquin à consommer pour les, je sais pas quoi, les fêtes de Noël, Pâques, tout le temps, quoi, en fait. Hein. Tout le temps et plutôt plus vite que plus tard parce que la Oui. révolution industrielle, on est en plein dedans. Donc, Absolument. T'as une entreprise, c'est ça, Inco, c'est quoi exactement? Tu l'as créé, tu l'as fondé? j'ai fondé Inco il y a Go. 12 ans, on est dans 120 pays et on fait de la formation aux métiers de demain notamment et de l'investissement dans des entreprises à impact. On est dans Et c'est une 120 pays, société. voilà. C'est une société et c'est des fonds d'investissement et c'est aussi des associations. C'est un mélange de plusieurs structures. Il y a 25 structures en gros dans une centaine de pays. Centaines de pays. Alors, donc on t'a invité pour parler de ton livre, évidemment, et également ta réflexion sur l'humain, la transition énergétique. Comment tu vois les choses? Il va falloir s'y mettre là très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce bouquin parce que je vois qu'on est en plein milieu de cette révolution industrielle qui est la quatrième, hein, pour rappel. La première, c'est celle du charbon avec le train. La deuxième, c'est l'électricité. La troisième, c'est ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, mais on dit plus ça du tout maintenant. Et aujourd'hui, c'est celle de l'IA et de la robotique. Alors, on est en plein milieu de cette révolution industrielle qui a énormément d'impact. La première, c'est que 85% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore et donc qui sont en train d'être inventés sous une forme ou sous une autre. Et donc j'ai voulu essayer de voir à travers ce livre un peu quels étaient les métiers du futur, les 21 métiers un peu du futur. Et puis d'aider, que ce soit les étudiants, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui en poste, ou même ceux qui sont à la retraite, de les aider pour essayer d'appréhender cette grande transition. Il y a la transition écologique, mais il y a aussi la transition technologique, et de les aider là-dessus, parce que aujourd'hui, on considère qu'il y a 50% des gens qui sont en emploi qui n'ont pas les compétences nécessaires aujourd'hui sur le marché du travail en France. Donc il y a 50% des personnes qu'il faudrait, à qui il faudrait redonner des compétences, et c'est absolument gigantesque. Et la grande différence avec les précédentes révolutions industrielles, c'est que ça ne touche plus seulement l'école bleue, c'est-à-dire qu'avant c'était dans les usines, on crée des machines et donc ça remplace. Aujourd'hui, ça touche l'école bleue et l'école blanc, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un radiologue, par exemple, on sait que l'IA est capable de sortir un diagnostic beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'un radiologue lui-même, parce qu'elle a vu des millions, voire des milliards d'images. C'est la même chose pour un avocat. Aujourd'hui, une IA avocat va beaucoup plus vite pour trouver une jurisprudence qu'un avocat lui-même. Mais pour autant, je suis très optimiste parce que je pense que l'IA va faire ressortir chez nous le côté le plus humain qu'on a. Aujourd'hui, on sait beaucoup à travers l'histoire du travail. On sait beaucoup, on a fait des tâches qui étaient souvent répétitives, qui étaient compliquées, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'IA nous remplace là-dessus. Et donc, on va pouvoir, normalement, hein, techniquement, on pourrait utiliser l'IA pour ce qu'on appelle la cobotique. La cobotique, c'est le fait que les robots, l'IA, puissent travailler main dans la main avec les êtres humains, avec leurs compétences qui leur sont propres. Donc il y a des exemples, hein, comme ça de métiers du futur, comme psychologue de robots aujourd'hui. C'est-à-dire que si on voit un atelier Amazon, un entrepôt Amazon ou je ne sais quoi, aujourd'hui il y a des gens qui stockent les choses dans les cartons, etc. Il y a des préparateurs de commandes, ça s'appelle. Aujourd'hui, l'IA va être capable de le faire, et les robots vont le faire beaucoup plus vite, 7 à 8 fois aujourd'hui par rapport à ça. Donc ce métier-là va disparaître, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que d'un côté, ces métiers disparaissent, mais de l'autre côté, on a ces robots va falloir entraîner, va falloir continuer à travailler avec eux. Et ces robots et cette IA, il y a des algorithmes qui sont derrière. Et derrière les algorithmes, il y a des biais. On a vu, et c'est des études, que beaucoup d'IA et d'algorithmes étaient faits soit par des gens en Californie qui portent des sweats à capuche, soit par des Chinois dans des entrepôts tech qui le font. Et donc, bien évidemment, il y a un biais par rapport à tout ça. Et on a vu qu'il y a des IA et des algorithmes qui pouvaient avoir des comportements discriminants, etc. Et donc, on a ce type de métier, hein, de travailler, comprendre comment une IA doit évoluer. On a le méta-architecte aussi, qui est un métier nouveau. C'est comment on va dans le métaverse et dans ces univers parallèles qui sont en train d'être créés, et qui sont aussi des relais de croissance économique très forts. Comment est-ce qu'on va construire les villes de demain, la ville de demain qu'on va avoir dans ces univers parallèles? Ça, c'est aussi
C'est c'est pour ça que Facebook s'appelle Meta aujourd'hui. C'est un des pans, et Google aussi, sur lesquels Zuckerberg travaille beaucoup. On a des métiers comme l'exo-artisan, que j'ai pu identifier, c'est-à-dire que c'est des bras squelettes pour des horlogers, par exemple, qui vont utiliser du coup des robotiques, la robotique très très précise, beaucoup plus précise que l'être humain, mais pour continuer à être dans la créativité. Donc on ne va pas disparaître, mais si on réussit le challenge à se former, à travailler avec l'IA et toujours plus, et d'être accompagné avec l'IA et d'avoir ce rapport avec notamment les robots. Et donc, ça implique un bouleversement énorme sur le marché du travail, qui est celui de devoir se former tout au long de la vie. Avant, on faisait des études, on exerçait un métier pendant 42 ans, et puis après, on partait à la retraite. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies avancent tellement rapidement, c'est-à-dire qu'une des caractéristiques de cette révolution industrielle, c'est d'être exponentielle. Par rapport aux précédentes qui prenaient plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, un changement d'une année sur l'autre est absolument gigantesque. On décuple à chaque fois. Et donc, on va devoir se former tout au long de l'année. On estime qu'un jeune aujourd'hui qui rentre à l'université exercera d'ici ses 40-45 ans à peu près entre 15 et 16 jobs différents et 16 métiers différents. Et ça ne veut pas dire que l'entreprise traditionnelle va disparaître. Ça veut dire juste que l'entreprise, elle doit devenir aussi une université en tant que telle. Si elle veut pouvoir garder ses collaborateurs, si elle veut pouvoir continuer à se développer, parce que ces technologies évoluent drastiquement, les boîtes vont devoir aussi former tout au long de leur vie les salariés si elles veulent pouvoir les garder. Et donc, on va avoir une fonction à ce niveau-là qui va être absolument clé. L'éducation aussi est fondamentale. Donc, plutôt que d'apprendre à nos enfants des trucs par cœur, aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est-à-dire une IA, on ne peut pas faire la compète avec une IA sur de l'apprentissage de pages Wikipédia à l'infini. Une IA ira beaucoup plus vite. Mais c'est comment on va apprendre à nos enfants à travailler avec l'IA déjà, et à travailler avec ces outils, et puis surtout de développer des compétences que l'IA n'a pas, parce que l'IA n'a pas encore toutes les compétences, notamment celle de l'empathie. Aujourd'hui, tous les métiers de la communication, tous les métiers qui ont trait au lien avec les autres, etc., vont continuer à se développer, et moi je pense vont se développer de plus en plus. Il y a un métier que j'ai pu identifier qui est celui de nostalgiste. Alors c'est un très très beau nom, le nostalgiste. Qu'est-ce que fait un nostalgiste ? Le nostalgiste travaille avec les personnes atteintes notamment de maladies type Alzheimer, et va utiliser des casques de réalité virtuelle pour retravailler sur les souvenirs avec les personnes qui sont atteintes. Mais pour ça, il faut créer un lien et travailler en direct avec les personnes, et ça, c'est absolument fondamental. Donc, ce rapport, c'est ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills en anglais, qui sont l'empathie, qui sont la relation aux autres, etc., qui sont la créativité. C'est ces compétences-là qu'il va falloir qu'on développe, et qu'on développe tout au long de la vie. Et c'est un peu les mêmes compétences quand je vous écoutais sur les métiers de l'environnement. C'est-à-dire que là aussi, pour réussir la transition écologique et pour réussir ce défi-là, encore une fois, même si l'IA est très très polluante, donc ça aussi c'est une vraie problématique qu'il faut remettre au centre, mais c'est aussi un formidable outil finalement pour optimiser beaucoup de choses et pour réinventer le monde de demain, qui est un monde inclusif et durable absolument, puisque c'est une nécessité. Et donc là aussi j'ai pu voir quelques métiers qui se dessinaient. Un métier moi que j'aime beaucoup, qui est celui que je pense que j'aurais aimé exercer d'ici 20-30 ans, qui est celui de réensauvageur. C'est bien ça. Le réensauvageur. Surtout à partir de 23h. Hein, Le réensauvageur, c'est une personne, et aujourd'hui ça existe déjà. Vous savez, notamment dans le domaine maritime, quand il y a de la surpêche, il y a des espèces qui disparaissent, et c'est vrai, ça existe aussi dans d'autres domaines. Et donc dans la surpêche, il y a des gens qui permettre aux écosystèmes de revivre et de renaître et de se recréer, etc., et de se redévelopper. Et donc ça, c'est un métier qui se développe aussi, puisqu'on appelle les dépollutionnaires.
C'est-à-dire là où il y a de la pollution, à un moment, elle est là, la pollution. Et donc, du coup, c'est comment on utilise des organismes, notamment des micro-organismes qui existent dans les océans, etc. Il y a déjà des gens qui font ça pour dépollutionner, pour enlever la pollution dans des écosystèmes différents. Donc, en gros... on a un grand chantier devant nous qui est celui d'un monde qui évolue à grande vitesse avec des technologies qui ont un impact gigantesque. Et à nous de réfléchir à comment on utilise l'IA. L'IA, encore une fois, c'est un outil, c'est pas une finalité. L'IA, c'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison ou on peut casser la tête de quelqu'un. Et ben, l'IA, c'est la même chose. Encore une fois, c'est pour quelle société, pour qu'est-ce qu'on veut créer par rapport à ça. Et il y a beaucoup de possibilités avec l'IA aujourd'hui. Voilà, il faut pouvoir s'en emparer. Il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être technophile absolu, mais en tout cas, réfléchir à comment on utilise ces outils pour créer une société plus inclusive et une société durable qui réponde aux grands enjeux économiques, aux grands enjeux sociaux et bien évidemment à l'enjeu environnemental qui est gigantesque. Nicolas, c'est quoi le sportif augmenté ? C'est juste pour savoir si c'est vraiment toi qui as écrit le bouquin, quoi. Ouais. Le sportif augmenté, c'est alors parce que moi qui suis en partie toulousain. Bravo, je suis allé on voir, recevra Didier Lacroix bientôt au club. exactement. Je travaille beaucoup avec le Stade Toulousain et justement le Stade Toulousain était le premier club de rugby en France à utiliser de la data pour ses joueurs, pour faire la composition notamment de ses équipes. Et donc du coup, dans le monde de demain, encore une fois, on se projette dans 20-30 ans, on mettra, et ce que font les joueurs de football américain déjà, des puces sur les joueurs dans différents sports. Pour pouvoir analyser les data en temps réel et pouvoir manager une équipe comme ça en temps réel. Et donc, du coup, voilà, c'est ça le sportif augmenté. Bien sûr qu'on a été impacté. Alors, d'un point de vue approvisionnement, pas trop, parce qu'on n'avait pas trop de gaz naturel qui venait de Russie. Donc, pour nous, nous en passer a été assez simple. Par contre, on a été impacté de plein fouet par l'augmentation des cours et évidemment, nos clients ont été impactés par l'augmentation des cours, et en particulier nos clients professionnels. Donc c'est vrai que la situation a été assez difficile, tendue, parce qu'il fallait expliquer ce qui se passait sur les marchés et trouver des solutions avec l'ensemble des clients. Ce qu'on a vu aussi qui était plus inattendu, et du côté par exemple du propane, donc du gaz en citerne et du gaz en bouteille, c'est des gens qui avaient peur de manquer de gaz. Donc on a des gens qui, au lieu d'acheter une bouteille, ils en ont acheté 5 ou 6 d'un coup. Ça, il a fallu effectivement aussi le gérer. Parce qu'effectivement, alors, sur le coup, on a vendu beaucoup, on a beaucoup couru. Ouais. Mais après, une fois que c'était consommé, par contre, la demande est tombée. Donc voilà, c'est le genre de... Mais le plus impactant, c'était quand même l'augmentation des cours et l'effet sur nos clients. Donc par rapport à l'IA, nous, la façon dont on a abordé les choses, c'est déjà en se formant, déjà au niveau du comité de direction. Parce que moi-même, je suis d'une génération... je suis entre vous deux, en fait. Voilà. Donc je suis d'une génération qui n'est pas du tout née avec ça. Donc on a commencé déjà, nous, à se former et à ce qu'on nous explique ce que c'était. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était assis sur des choses qu'on pensait sans valeur, les données, par exemple, de nos clients, qu'on n'avait jamais exploitées, jamais utilisées. Donc le premier exercice qu'on a fait, c'est de récupérer ces données et de savoir les traiter de façon automatique pour finalement mieux connaître nos clients. Parce que pour moi, le premier point, c'est de bien connaître ses clients pour savoir quoi leur proposer comme solution. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, hein, qui est loin d'être terminé. Ensuite, on a toute une partie aussi de travail qui est là pour optimiser nos coûts. Parce que si on optimise nos coûts, ça nous permettra de proposer des meilleurs prix aussi à nos clients. Donc là, on est plus dans l'automatisation des tâches, mettre du callbot quand c'est possible, par exemple, pour que nos clients puissent nous appeler à n'importe quelle heure, qu'ils puissent aussi suivre finalement leur livraison, parce que ça, c'était une demande qu'ils avaient. L'arrivée d'Amazon a été révolutionnaire, hein, parce que nous, l'énergie, jusqu'à présent, on ne nous demandait pas ce genre de choses. Là, depuis Amazon, on nous demande à pouvoir suivre le camion de gaz et savoir exactement à quelle heure il va arriver. Donc, c'est ce genre de choses qu'on fait. Et puis, sur la partie solaire, c'est maximiser l'autoconsommation. Donc là, c'est des choses qui sont en cours. C'est donc être capable de faire de la batterie, par exemple, des choses intelligentes qui permettent de lancer des machines, des usages finalement électriques pendant la période où on produit, ce qui permet d'effacer encore plus de
de factures électriques. Mais ça, très, très sincèrement, c'est des choses qu'on a en tête et sur lesquelles on travaille, mais qui ne sont pas toutes abouties. Alexander? Alors, nous, l'IA, quelque part, oui, on est touché comme tout le monde. Concrètement, ne serait-ce que dans le monde du bâtiment, je vous parlais tout à l'heure de systèmes de gestion technique des bâtiments. Déjà, ces automates et ces systèmes intègrent déjà des bouts d'IA, de programmation, d'algorithmes pour fonctionner. Ça, c'est un premier point. Mais aujourd'hui, l'IA va décupler ses capacités. Elle va analyser beaucoup plus de données, va pouvoir donner beaucoup plus de data pour aider les opérateurs à améliorer le mode de fonctionnement. Donc déjà, ça, c'est un premier impact. Ça commence. Il y a des modèles qui peuvent se plugger sur une GTB pour aider justement, faire des réglages, et on fait de l'économie d'énergie. Ça, c'est un premier point. Maintenant, sur nos métiers, on va dire, de mise en service, nous, quelque part, l'IA, elle va nous intéresser, mais c'est surtout, on a un devoir par rapport à ce métier de la mise en service, puisqu'on va être les garants de la qualité de la data qui va être utilisée par l'IA pour aider tous les opérateurs. Avoir une sonde qui remonte la bonne température et qui remonte tous les bons paramètres, croyez-moi, une IA, elle peut être géniale, mais si elle a des informations pas terribles au démarrage, elle va donner des conseils pas terribles. Donc voilà, nous, on est un peu des deux côtés du spectre, mais clairement, aujourd'hui, on sent qu'il va falloir se l'approprier. On se l'approprie aussi pour des raisons de management, de réunion, pour essayer d'améliorer nos process, comme tout le monde, nos métiers. Mais voilà, on est au début d'une histoire encore. Techniquement, on attend de voir ce que ça va donner, mais ça sera des vrais outils d'amélioration de la performance, ça j'en suis convaincu. Je lis un témoignage, je ne sais pas pourquoi Jean-Christophe t'a exclu les réponses, mais... Tu dois être pertinent. Alors je vais me permettre Ouais, de mettre mon grain de sel. Je pense qu'il ne faut pas mélanger data analyse, machine learning et IA générative. Enfin, je ne veux pas faire mon DSI de base, mais souvent on mélange ça. Et la plupart du temps, quand on dit qu'on parle d'IA, en fait, on fait que de la data analyse ou du machine learning, ce qui a de la valeur. Au demeurant, moi j'appelle à la plus grande vigilance sur ce qu'on peut projeter et fantasmer autour de l'IA générative. D'une part parce que ce sont des outils qui hallucinent, ce sont des outils qui ont des biais culturels, et ce sont des outils qui donnent des réponses moyennes, puisqu'en fait un modèle d'IA, ce n'est qu'un modèle probabiliste qui donne une réponse qui sera la réponse la plus couramment utilisée, et c'est comme ça que ça se construit mot à mot. Alors les modèles sont de plus en plus complexes et ils ont une valeur, mais si je me permets de le souligner, c'est parce que la place de l'humain, c'est bien le sujet de ce soir, est de fait un garant de qualité, et une réponse moyenne par définition ne peut pas créer ce qu'on attend dans des temps d'innovation comme les nôtres. Nicolas, tu as partiellement témoigné tout à l'heure sur cette problématique IA. Tu as un commentaire? Juste sur un peu sur les compétences que ça va nécessiter demain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, surtout pour les plus jeunes, un peu qu'est-ce que je dois étudier, qu'est-ce que je dois faire si je veux travailler dans une entreprise, de quelles compétences. Chez Butagas, par exemple, je rêve de rencontrer Natacha, qu'elle soit mon chef. Comment est-ce que je vais gagner, enfin, parce que beaucoup de jeunes pensent comme ça aussi, c'est comment je vais gagner un max sur un boulot super cool. Ça a du sens quand même, comment je vais gagner un max. Ça, il y a vraiment une recherche de sens profond, quoi. Et non, mais je pense qu'on est tous pris dans nos contradictions d'une certaine manière, et toutes les générations le sont de toute façon. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les domaines de la science sont quand même ceux qui permettent d'avoir des belles carrières et de continuer. Et avec les technologies, c'est important. Et donc, pousser les sciences, notamment pour les jeunes femmes, parce qu'on voit même si elles sont plus nombreuses à être dans les métiers, dans les filières scientifiques à la base, après derrière elles ne passent pas le pas et elles pensent que c'est pas fait pour elles. Et ça, c'est absolument fondamental. Et donc, comment on pousse aussi la nouvelle génération, les jeunes filles, à aller travailler là-dedans et à s'intéresser à ces questions et à penser que c'est pour elles. Et puis voilà, et gérer des technologies, oui, bien sûr, mais aussi avec des compétences humaines comme l'empathie, etc. Il y a aux États-Unis, on appelle ça la STEMpathie. STEM, c'est vraiment les connaissances scientifiques, et l'empathie. Et en fait, ça, c'est les métiers qui, demain, si on est capable d'avoir de la relation interpersonnelle et en même temps qu'on maîtrise les outils technologiques, ça, c'est vraiment les métiers qui seront les métiers en pointe de demain. Ah oui, Juliette, tous les... Très rapide complément, merci. Peut-être sur la deuxième partie de la question. Oui. Déjà sur l'IA, n'oublions pas, et notamment les IA génératives, l'impact écologique
de la moindre demande. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser une Formule 1, voyons si un moteur de recherche classique ne suffit pas. Et puis, sur la mobilisation des Français que vous évoquiez, monsieur, j'appelle au temps qui arrive là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les effets du changement climatique et les aléas climatiques ne nous ont pas encore frappés de plein fouet, même si certains de nos territoires sont déjà touchés. Quand on sait qu'en France, il y a une maison sur 10, notamment individuelle, qui souffre de problèmes d'infrastructure du fait des rétractions argileuses, du fait aujourd'hui des assureurs qui refusent de couvrir ces dimensions. Je ne sais pas si vous avez rencontré le sujet, mais nous, en matière d'assurabilité de nos actifs, c'est un sujet qui ne cesse de gagner en sensibilité. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous l'histoire d'argile. C'est la maison qui descend Non, c'est grosso modo du fait de la sécheresse. Ouais. Vous avez les fondations qui cassent parce que vous avez le sol qui bouge et qui, en fonction de son niveau d'humidité, se rétracte ou non. Et donc, des maisons construites en béton, eh bien, aujourd'hui, elles cassent. Et donc, des reprises en sous-œuvre, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des entreprises compétentes. Ça coûte une fortune. Trouver une entreprise qui sait le faire et qui accepte de s'engager sur une décennale, c'est encore plus complexe. Et je ne vous le parle même pas du coût qui, quelquefois, est celui de la maison. C'est chouette tous tes propos, là, ça donne le moral. Hein, cool. Non, mais c'est une manière de nous dire, si on ne s'empare pas de ces sujets-là, on les subira d'autant plus. Donc le projet de loi Omnibus, c'est la volonté à l'initiative de certains États de simplifier toute la partie taxonomie environnementale et CSRD. Au-delà, alors de mon point de vue, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon parce que ça va permettre de simplifier ces dispositifs qui sont éminemment complexes. Le rehaussement des seuils fait qu'on aura moins de sociétés qui auront la contrainte de le faire. Ce qui est moins bon et ce qui est trompeur, déjà ce qui est moins bon, c'est que c'est, je pense, un mauvais signal qu'on envoie parce que je vous rappelle que la CSRD, c'est la capacité ou la nécessité pour les entreprises de témoigner dans leur activité de ce qui participe à la durabilité au sens de développement durable et la part de leur activité qui est plus ou moins alignée. Après, je pense que ce qui est trompeur, c'est que l'accès au financement, la capacité à assurer nos activités va être de plus en plus dépendante à ces sujets-là. Je prends un exemple très simple pour les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, la Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts, qui est notre premier financeur, exige, y compris sur les prêts de droit commun en matière de réhabilitation, du fait, elle, de ses seuils et de sa contrainte à l'alignement taxonomique, que nous apportions la preuve que l'argent qu'elle nous prête fait effet levier sur les enjeux de durabilité et sur les critères définis par la Commission européenne. Donc, quand bien même, moi, je ne suis pas obligé de déclarer une CSRD, je suis obligé, pour avoir de l'argent, de dire que l'argent que l'on me prête va bénéficier à. Bien, Alexander. Alors, c'est clair que pour nous, toutes ces obligations, elles sont forcément... Ça amène de l'activité et aujourd'hui on voit des entreprises, parce qu'elles doivent mettre quelque chose, je vais être très trivial, mais sur un rapport CSRD ou un rapport RSE, dit ah bah tiens j'ai un budget, et aujourd'hui finalement on se rend compte que nos clients qui étaient avant on va dire les directions immobilières, les directions techniques, et ben maintenant c'est le responsable RSE qui lui a un budget qui va dire bon, on va réinstaller une GTB, on va rénover tel truc, ou on a une obligation réglementaire et c'est finalement l'obligation réglementaire qui pousse le business. Ça c'est d'un point de vue très positif pour nous et on le voit pas seulement qu'en France, mais on le voit, et nous on le constate encore plus, notamment en Pologne, où c'est vraiment des leviers de business assez forts et on voit des changements de comportement. Donc, très prosaïquement et très égoïstement, j'applaudis des deux mains. Là où je mets un petit bémol par rapport à toutes ces caractéristiques, c'est qu'à un moment, faire ce genre de rapport, c'est important. En effet, il faut une prise de conscience, mais comme d'habitude,
on aime faire complexe, on aime montrer qu'on est super intelligent, qu'on C'est a la France, pensé un monsieur. tout. Ouais, mais il y a l'Europe aussi qui est pas loin avec cette histoire de CSRD. On pourrait faire la même chose plus simple pour que ça soit plus actionnable et plus facilement actionnable par plus d'entreprises, et on complexifie au fil du temps. Non, là on fait d'abord complexe, personne n'y comprend rien à part quelques consultants qui vont très bien vivre leur vie, qui vont expliquer dans plein d'entreprises comment ça va fonctionner. Mais à un moment, au lieu de faire des rapports, ça serait bien qu'on fasse. Natacha? Alors, j'avais pas Omnibus, mais j'avais bien CSRD, par contre. Ça, je l'avais bien. Donc, alors, pour une entreprise comme la mienne, ça a un coût, c'est certain. Parce que pour une entreprise de notre taille, aujourd'hui, c'est à peu près 600 indicateurs, voilà, qu'on doit collecter. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'on ait un reporting non financier, moi, je suis complètement d'accord, c'est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même... c'est bien de raconter des choses, mais il faut le prouver. Donc, la façon de le prouver, c'est d'avoir des indicateurs. Est-ce qu'il en faut 600 ? J'en suis pas certaine. Je vous rejoins complètement sur le fait que même si on n'a pas la taille critique, de toute façon, moi, en tant que client, je vais vous demander en tant que fournisseur ou l'inverse de me fournir les datas. Donc, de toute manière, ça va toucher au final tout le monde. Et le dernier point, c'est l'instabilité. Il n'y a rien de pire pour une entreprise que l'instabilité réglementaire. Et donc, le fait qu'on nous dise, on se prépare, donc nous, on a des équipes projets dans tous les sens qui travaillent sur le sujet. Et puis maintenant, attendez, bougez plus, on va peut-être freiner ou faire différemment. C'est très, très, très compliqué à gérer pour une entreprise et c'est très coûteux. Et ça, c'est pas du bon argent dépensé, j'ai envie de dire. Hein. Parce que quand on fait ça, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Nicolas? Que c'est juste le début et que on va, ça 700, 800, 900? Non, mais non, même pas non, en termes de critères, mais par rapport à c'est philosophique, enfin fiscalement philosophique, on va dire. Et je pense qu'à la fin, on va atterrir sur un impôt, notamment sur les sociétés, qui va dépendre, comme un Nutri-Score, de l'impact social et environnemental qu'on a, où en fait, il y aura une ventilation de l'impôt sur les sociétés, comme de la TVA et comme de la fiscalité en règle générale, par rapport à son impact, comme un Nutri-Score, quoi, A, B, C, D, E, et voilà, et on sera dans une case. Et c'est ce vers quoi on va, et d'ici 5, 10, 15 ans, je pense qu'on sera là-dessus. Donc, c'est sûr que les entreprises, à mon avis, doivent se préparer à pouvoir gérer leur reporting extra-financier de mieux en mieux parce que c'est le futur. Moi, je vais vous dire, sans vouloir rentrer sur l'intimité de ma personne, ce qui m'a apporté beaucoup de paix, c'est le fait de me dire il est plus possible de ne plus dire. Et le fait d'arriver... j'ai beaucoup aimé le terme de dissonance cognitive. Et j'avais clairement, moi, j'étais en dissonance cognitive. Et je me suis dit, c'est plus possible. Je ne peux plus faire mon boulot de cette façon-là. Ma force d'impact, ma capacité à bouger mes collaborateurs, et en l'espèce... T'as combien de personnes au total? Alors moi, il se trouve que j'ai fait le choix de passer d'une entreprise où je manageais 300 personnes à une équipe de 10 personnes. Bah, très bien. Mais j'anime un collectif de 35 directeurs généraux, 35 présidents, et mon job aujourd'hui, c'est de faire bouger toutes ces sociétés. Arriver à faire bouger ces gens, ça nécessite d'être parfaitement aligné. Et ça nécessite que les gens qui vous entendent se disent, cette personne-là, quand elle nous parle, elle est alignée. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais au moins on a quelqu'un qui porte un discours et qui sera cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça, c'est un levier absolument essentiel. Et quand j'ai décidé d'aligner le père, le citoyen et le professionnel, parce qu'aujourd'hui, si on s'imagine que ces sujets se cantonnent à l'espace professionnel et que notre vie personnelle ne sera pas impactée, on fait une erreur majeure. Donc j'essaye d'être en cohérence sur tout ça, tout en me disant que le chemin est complexe, tout en me disant que forcément c'est une histoire de slalom, tout en me disant qu'il y a des quick wins et il y a des choses sur lesquelles il faut être tenace parce qu'il faut accompagner chacun, à la fois dans la prise de conscience, en respectant l'hétérogénéité des prises de conscience, des compétences, et en apportant des réponses pour justement permettre à chacun d'être plus éclairé et de participer de la décision. Et la culture collaborative dans laquelle je m'inscris en termes de gouvernance, auquel on pourrait ajouter une dimension qui me tient à cœur, ça s'appelle l'actionnariat salarié. C'est aussi une manière de faire levier sur tout cela. Et pour finaliser mon propos,
Aujourd'hui, quand je vois les décisions qu'on a été capable de prendre au sein de notre collectif, qu'on aurait été incapable de prendre il y a encore 4 ans, qui sont absolument décisifs sur notre modèle d'affaires, et ben ça me donne de l'espoir. Parce que ça veut dire qu'on est en acte et qu'on a décidé à notre petite échelle. De prendre en main le destin, quoi. Mais en tout cas, autant que possible, on prend des initiatives pour être au rendez-vous des attentes et de la société et des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Allez, Nicolas, une lueur d'optimisme, je sais pas, une blagounette par exemple, ce que tu veux. Non, c'était à titre personnel. Alors moi, je suis très mauvais en blague, donc je vais raconter des trucs professionnels. Non, moi, la bonne nouvelle, c'est dans nos activités chez Inco, de la société que j'ai créée, on a un fonds d'investissement notamment, où on conseille pour 500 millions d'euros aujourd'hui dans l'investissement dans des technologies, nouvelles technologies d'entreprises à fort impact social et surtout environnemental. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à peu près, là on a dépassé vraiment des seuils assez impressionnants. On a plus de 50-60 projets qui viennent chaque semaine. C'est-à-dire qu'il y a 50-60 personnes, et ça c'est la bonne nouvelle globale, qui inventent des solutions pour réussir la transition économique et environnementale partout en France, des petites PME, voire des ETI, mais c'est surtout des PME très très innovantes dans le ciment. Par exemple, il y en a une qui est extraordinaire qui permet de décarboner le ciment, alors qu'on sait que le ciment c'est 10% de l'empreinte carbone aujourd'hui qu'il y a. Des chercheurs à Brest qui inventent à travers des micro-algues et des micro-organismes qui permettent d'inventer des sacs plastiques qui sont vraiment recyclables parce que c'est de l'eau qu'on transforme et donc ça retourne en eau, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de retraiter. Et voilà, quand tu veux, tu vois. Et donc, c'est bien tout ça. Pourquoi le reste c'était pas bien? Si, c'est très bien. Bon. Et donc voilà, moi c'est la bonne nouvelle, c'est que je vois cette génération incroyable qui arrive et qui a vraiment des solutions fantastiques. Natacha. Quand je suis arrivée chez Butagaz il y a 10 ans, comme directrice des opérations, j'ai commencé par fermer 2 usines. Donc ça, c'était un moment qui n'était pas forcément facile. Et aujourd'hui, on est reparti en embauche forte, comme je l'ai montré, parce qu'on est reparti en croissance sur ces nouveaux métiers de la transition énergétique et sur ces nouvelles énergies. Donc on en a parlé au début, sur les centaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que la transition énergétique, ça crée des emplois aussi. Et très clairement, pour nous, voilà, on est passé de 800 à 1400 salariés et on embauche toujours. Et alors, juste parce qu'il faut une bonne nouvelle et une moyenne nouvelle, c'est qu'on a du mal à recruter. C'est pas facile de recruter des bons profils. Donc, on est même en train de réfléchir à créer nos propres filières finalement de formation, parce qu'on a du mal à trouver sur le marché, à la sortie des écoles, suffisamment de profils compétents. Alexander. Moi, c'est un retour client très récent. C'est un client dans le traitement des déchets. On l'a accompagné dans l'optimisation de la combustion d'un de ses fours. Et ça fait 1 an qu'on a travaillé dessus. Et après 1 an d'utilisation, 1 an d'optimisation, 1 an où il s'est fortement impliqué dans la réorganisation de ses équipes, il a stabilisé non seulement le fonctionnement de son four, et d'un point de vue économique, il arrive à générer plusieurs millions d'euros sur cette activité-là, et il est ravi. Et donc ça démontre bien que quand les énergies sont alignées, les organisations sont alignées, on arrive à faire des choses extraordinaires et on arrive à concilier performance environnementale, performance technique et performance économique. Et ça, c'était une très très grande nouvelle et qui motive tout le monde chez moi. Et ça, faut avoir confiance en l'avenir. Natacha, tu as parlé des problématiques du recrutement. La problématique dont tu as parlé, c'est la méconnaissance de nos métiers finalement. Donc ça, pour les faire connaître, on essaye d'intervenir de plus en plus chez les de plus en plus jeunes. Donc au collège, au lycée, pour présenter nos métiers. On s'est associé avec une start-up qui s'appelle My Job Glasses, et qui en fait, il y a une dizaine de salariés chaque année dans l'entreprise qui sont des ambassadeurs et qui acceptent de passer 1 heure, 2 heures sur Teams avec des jeunes qui veulent se renseigner sur leur métier. Donc ça marche assez bien parce que c'est pas dans le but de recrutement, c'est le jeune, il se renseigne sur un métier, donc pour lui, il en apprend un peu plus sur l'énergie, qu'est-ce que c'est que d'être directeur HSE, qu'est-ce que c'est que d'être opérateur dans un centre, parce que c'est à tous les niveaux de l'entreprise qu'on fait ça. Et pour le salarié, lui, ça le valorise parce qu'il se rappelle à quel point il aime ce qu'il fait. Donc il faut faire connaître nos métiers, et puis après, je pense aussi qu'on se heurte à une difficulté, on en parlait juste avant la conférence, d'acceptation des contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter de ne pas rentrer chez soi tous les soirs, d'être sur la route, c'est compliqué. C'est pas facile.
Voilà, ça c'est les générations qu'on a maintenant aussi. Donc il faut apprendre à leur proposer ce qu'on disait, donner du sens, leur donner des projets aussi, les insérer dans une équipe, faire du mentorat. On fait beaucoup de mentorat aussi. Mais bon, je n'ai pas la solution magique parce que je vous le dis, on a beaucoup d'offres d'emploi aujourd'hui ouvertes et avec personne. Donc ce qu'on essaye de faire peut-être aussi, c'est de devenir plus partenaire des écoles. Aussi pour leur dire finalement, nous on a besoin de ce type-là de compétences pour que eux ils fassent le lien avec leurs enseignements finalement. Et leur confirmer qu'il y a du boulot. Et leur confirmer. Ah oui, il y a du boulot. Ouais. Oui. Il y a de plus en plus d'assureurs qui expliquent que comme le risque climatique n'est plus un aléa, ça ne relève plus d'une couverture assurantielle. Donc on est quand même sur un sujet de fond. Puisque, grosso modo, les aléas climatiques, on ne sait pas quand ils vont survenir et avec quelle force, mais on sait qu'ils vont survenir. Et aujourd'hui, on a des grilles qui permettent de simuler de façon extrêmement précise sur l'ensemble des risques, etc. Donc, le dialogue, il se construit avec les assureurs sur la question de la maîtrise des risques. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est parti d'une situation il y a encore 3 ans où on avait des associés qui étaient résiliés de façon unilatérale, y compris quand ils avaient un S sur P positif, et qui lançaient des appels d'offres avec quelquefois aucune réponse. Je vous rappelle qu'en France, il y a des collectivités qui sont obligées de s'auto-assurer parce que personne ne veut les assurer. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a des entreprises qui vont être dans la même situation dans pas longtemps, avec les risques réglementaires. Positif, Julien, on a dit positif. Qui vont avec. Non, mais si je positif, quand je vous disais, j'ai fait le choix de dire, je dis aussi, il y a des solutions possibles. Mais pour trouver les solutions, il faut nommer les choses. Donc je les nomme. Aujourd'hui, j'ai un risque sur mon modèle d'affaires qui est de ne pas pouvoir assurer mes actifs patrimoniaux. Comment je fais ? Eh ben, je fais en travaillant avec les courtiers, avec les assureurs, de façon privilégiée, sur qu'est-ce que je dois mettre en place dans mes boutiques pour maîtriser le risque. Comment est-ce que j'arbitre, par exemple, mes investissements sur le risque adaptation au changement climatique pour montrer que face à tel aléa, mon bâtiment sera résilient. Eh ben, ça permet de bâtir des réponses qui peuvent ne pas couvrir l'ensemble du risque, parce que quelquefois, clairement, ce n'est pas la même prime, quelquefois, clairement, ce n'est pas les mêmes niveaux de franchise. Mais au moins, on est capable de bâtir une réponse avec le corollaire, qui est que la question de l'auto-assurance est en train de monter en puissance. Et aujourd'hui, par exemple, on réfléchit à la création d'une captive. Ah oui. Donc je ne sais pas si on ira jusque-là, mais la question de l'autonomisation de nos modèles, qui plus est pour les bailleurs sociaux, à un moment où l'argent public, de toute façon, va devoir être arbitré, et pas forcément en direction du logement social, c'est un enjeu de durabilité pour nos sociétés. Alexander, synthèse et conclusion, les idées forces à retenir sur cette passionnante thématique. On voit bien que la transition écologique, énergétique, environnementale, elle nous touche tous au quotidien, elle touche nos entreprises, elle bouleverse aussi nos organisations, nos business models parfois. Donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se dire qu'on peut ne pas traiter le sujet. La transition, on y est, elle sera plus ou moins ralentie par des décisions politiques, des postures de certains pays, mais la transition, elle est engagée. La transition, c'est un chemin, on est sur ce chemin-là, et il faut qu'on le réussisse. Mais aujourd'hui, la réussite de cette transition, elle ne peut se faire que par des faits réels, pas seulement par des labels qui sont beaux sur le papier. Il faut vraiment atteindre la performance et s'organiser. Moi, ce que je retiens de nos discours et par rapport à l'humain, l'humain, c'est le plus beau et le plus complexe moteur justement de la réussite de cette transition énergétique. Qu'est-ce qu'on apprend finalement avec la transition énergétique ? C'est peut-être de remettre l'intelligence collective au centre du sujet, parce qu'il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas de modèle unique. Il faut s'adapter à chaque territoire, il faut s'adapter à chaque situation, et c'est ensemble qu'on y arrivera, en discutant, en mettant nos moyens en commun, en mettant nos intelligences en commun. Et ça, c'est véritablement pour moi le point le plus essentiel. Et finalement, un cercle comme ici, c'est avoir des gens bienveillants qui sont venus pour échanger. La transition énergétique a besoin principalement de gens bienveillants qui ont envie de réussir. Et ça, c'est ce que je voudrais passer comme message. Oui, le tableau peut paraître noir, mais l'humain va faire en sorte qu'on peut y arriver.
Bien sûr, il y a pas mal de challenges, il faut faire confiance aux futures générations, il faut leur montrer la voie, il faut les embarquer dans ce voyage-là. Mais clairement, remettons le mot collaboration au sens de tout. Et on voit bien qu'aussi le freelancing versus un travailleur salarié, il faut qu'on travaille ensemble. On veut travailler ensemble, être moins dans cette verticalité, le chef a dit et on fait, mais on travaille ensemble. Et la transition énergétique, on la réussira seulement et seulement si on travaille ensemble.